Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais clôturer cet arc. Alors, je sais pas si je clôture l'arc, en tout cas, je clôture de mon côté. Si euh, Gilles Delia de la chaîne Parole de philosophie ou une dame dont je n'ai pas vu le nom sur sa chaîne qui s'appelle Philomobile, euh, ou bien évidemment Charles Robin décide de me contacter ou de faire une vidéo réponse, etc., ce sera avec grand plaisir que j'ouvrirai ce débat. Mais là, je voulais dire simplement, je boucle la boucle, puisque en fait le début de ces conversations a été généré par la vidéo de Charles Robin. C'est la vidéo de Gilles Delia qui m'a fait réagir, qui m'a un petit peu titillé sur les choses. Je vous invite à aller la voir, ma réponse, je pense qu'elle est intéressante. Et du coup, l'algorithme de YouTube m'a suggéré de regarder la vidéo de Philomobile, qui est intéressante par ailleurs, plus courte. Voilà. Je lui ai répondu à peu près, oui, je crois que j'ai répondu à chacun de ses points, y compris à sa conclusion. Donc, voilà, comme sa vidéo était beaucoup plus courte et elle était plus précise, donc il y avait moins de choses à dire, j'ai tout dit par texte. Mais voilà, madame, je ne sais pas comment vous appelez, de, de la chaîne Philomobile, si vous voulez qu'on fasse un entretien, il n'y a pas de souci. Voilà, mais là, aujourd'hui, du coup, j'ai réécouté, j'ai re-regardé la vidéo de Charles Robin, et comme c'est lui qui était quand même la source de cette question, et en plus avec l'expérience qui est très intéressante, je vous spoile pas comme ça, vous allez voir, et moi je vous le dis très honnêtement, même à la deuxième fois, et je l'ai écrit, je vais vous dire mon commentaire, je me suis fait avoir. Donc, le propos est validé, je trouve que c'était la manière la plus intelligente et en même temps simple, parce que il n'a pas fait un truc tarabiscoté. Voilà. Et en plus, il dit en toute humilité que voilà, il n'est pas expert en la matière. Il renvoie vers Monsieur Phi, dont je respecte le travail et dont je renvoie également aussi. Mais je vais pointer du doigt quelques limitations parce que vous allez voir. Voilà, je vais vous lire le commentaire que j'ai fait, ce sera le mieux. Et puis peut-être je ferai quelques petites digressions, mais je vais essayer quand même d'aller à l'essentiel. Alors voilà. Bonjour Charles, hein, parce que pour les gens qui ne le savent pas, le précepteur il s'appelle Charles Robin et il l'a déjà dit. Hein. Donc encore une fois, je ne fais pas du doxing, je ne fais que utiliser des informations qui sont publiques. Voilà, donc bonjour Charles, d'abord, même à la deuxième écoute, je me suis fait avoir. Voilà, donc je vous laisse aller voir sa vidéo pour pas vous spoiler par rapport à ça. Je reviens vers toi après avoir répondu à deux vidéos réponses à ton sujet, celle de Gilles Delia. Donc Gilles Delia, pareil, hein, je renvoie ma vidéo réponse, etc. Et je fais pas du doxing, c'est lui-même qui, et de toute façon même, je crois qu'il l'a écrit sur sa chaîne, d'accord. Donc c'est son nom. Et celle de Philomobile. Et Philomobile, ben madame, je sais pas comment vous appelez, parce que j'ai pas vu sur. Je vous avoue, je suis pas allé sur votre chaîne, j'ai juste vu la vidéo en réponse et j'ai répondu à cette vidéo. Et il ne me semble pas avoir vu votre nom. Donc pour ça que je vous appelle Philomobile, mais voilà, si vous voulez que je vous appelle par votre nom, ben, vous me dites votre nom et je vous appelle par votre nom. Voilà, je la vois parce que c'est une professeure qui est plus âgée que moi, etc. Et donc ma mère m'a appris la politesse. Donc je respecte les personnes. Ok, alors je n'ai pas vu son nom d'où la mention via sa chaîne. Celle de Parole de philosophe, donc Gilles Delia, m'a plutôt mis dans la posture de défendre ta position. Donc là je parle à Charles. Donc c'est vrai que quand j'ai répondu à Gilles Delia, dans mon souvenir mental de la vidéo de Charles, j'étais plutôt en accord avec lui. Alors globalement, je suis d'accord avec lui, surtout sur le fait que, bah oui, la réponse, est-ce que l'IA peut remplacer le philosophe? Oui, et comme je l'ai dit, elle peut remplacer n'importe quel professeur de n'importe quel domaine, à partir du moment où on a défini un cadre, d'accord. Et la notion de cadre est très importante, j'y reviendrai. Mais donc c'est pour ça que globalement, là, quand je lance la vidéo, je suis d'accord, même si là, je vais pointer quelques choses que je pense qui sont critiquables ou alors qui sont. Il y a des précisions, lui-même le dit dans sa vidéo. Est-ce que vous pouvez m'expliquer certaines choses et je tente de proposer des explications. Encore une fois, je ne me présente pas en expert, etc. Je dis juste que voilà, j'ai expérimenté un certain nombre de choses que je n'ai pas vues chez les autres youtubeurs. Donc je pense que cette expérience-là peut être utile, sachant que je rappelle à tout le monde que voilà, c'est ultra jeune. Hein, tout le monde a découvert ChatGPT à la fin de 2022, on est en 2025. Il ne faut pas déconner non plus. Voilà. Il n'y a pas encore de doctorat qui ont été faits sur le sujet. Donc j'ai envie de dire, on est à peu près tous au même niveau par rapport à ça. Voilà. Et puis, encore une fois, je partage une expérience, je ne dis pas c'est moi qui ai raison, écoutez, moi, je suis le maître absolu en matière, c'est pas du tout mon propos, je dis simplement, il me semble avoir des perspectives assez différentes de ce que j'ai pu voir, et donc je pense que ça peut être intéressant pour enrichir la compréhension de ces choses-là qui, je le rappelle, restent des boîtes noires, y compris par leurs concepteurs. Quand vous tapez un prompt et que vous avez un résultat, personne ne sait exactement ce qui se passe. C'est-à-dire même ceux qui ont conçu les algorithmes, ce sont des algorithmes probabilistes. Donc ils savent que oui, il va y avoir tel poids de machin et compagnie. Vous allez voir les vidéos de Cerebral and Brown si vous voulez voir les détails mathématiques derrière. Mais personne, aucun humain n'est capable de savoir exactement toutes les étapes qui sont faites. C'est-à-dire on peut les décrire dans les grandes lignes en disant oui, on utilise des modèles neuronaux, etc., avec je ne sais pas combien de nœuds et compagnie. Mais concrètement, personne ne sait ce qui se passe. Donc ce sont des boîtes noires. C'est important d'avoir ça à l'esprit. Voilà, donc ça c'est étant rappelé, on y va. Donc, à,
à la minute 15, donc, tu te demandes pourquoi ChatGPT n'a pas considéré ton intro et ton outro comme signifiantes. D'accord? Parce que Charles Robin, dans ses vidéos, tout le temps, il commence et dit bonjour à vous, je sais plus quoi, je sais plus quelle est sa formule, et il finit par je vous remercie. Voilà, et donc pour lui, ça lui semblait super important. Mais moi, je pense, Serge, que tu as un biais parce que c'est toi qui l'as fait, en fait. Parce que, bon, certes, j'ai remarqué, mais d'ailleurs, la preuve, je me rappelle même pas exactement quels sont les mots que tu dis en début et en fin. Donc pour toi, c'est une marque de fabrique, parce que tu l'avais pensé comme ça, justement, parce que tu avais compris sur Internet, il faut avoir un petit truc, une sorte de générique, etc., pour capter l'attention. Probablement, peut-être tes fans même le connaissent par cœur, mais voilà, moi j'ai vu quand même pas mal de tes vidéos, j'ai déjà réagi parfois un peu violemment à certaines des vidéos, mais voilà, euh, ça m'a pas plus marqué que ça, d'accord? Parce que justement, en termes d'importance par rapport à la profondeur de ton contenu, parce que moi ce qui m'intéresse dans ton contenu c'est la profondeur, c'est pas la forme, tu vois. Et donc peut-être que ChatGPT, justement, pour lui c'est pareil, et qu'il a trouvé ça négligeable. Parce qu'il se dit, bah, c'est une chaîne de philosophie, la philosophie ce qui est important c'est le fond, pas la forme, et donc du coup, il a peut-être pas relevé ça comme étant important. Moi je dis que tu as vraiment un biais subjectif, hein, c'est normal, hein, c'est ton bébé, c'est ton travail et ainsi de suite. Voilà, donc pour toi c'est devenu quelque chose de signifiant, mais objectivement je pense pas que ça le soit. Donc ça me surprend pas tant que ça que ChatGPT ne l'ait pas remarqué. Par contre, sur la deuxième chose, euh, voilà. Et la deuxième chose, c'est et pourquoi il a fait une erreur d'attribution d'auteur de citation. Parce qu'il dit, je crois, dans le truc qui a été trafiqué par ChatGPT, il dit cette citation de Simone Veil, je crois, et alors qu'en fait c'est Alain, ou non, c'est l'inverse, je crois ChatGPT dit que c'est Alain, alors qu'en fait c'est Simone Veil, ou quelque chose comme ça. Bon, déjà, les humains, ça peut arriver de se tromper, d'accord. Et toi tu dis oui, mais alors qu'une requête Google. Alors, ça, je vous, je ne l'ai pas mis dans le commentaire, mais je vais le dire maintenant. Il faut savoir que même si tu as l'offre payante, ça coûte horriblement cher. Les modèles de langage, ça coûte horriblement cher en termes de serveurs, en termes de coûts d'électricité, etc. Vous vous rendez pas compte, les gens. C'est pas de la magie. Derrière, ce sont des objets physiques qui consomment des ressources. Et donc, les IA sont programmés pour optimiser, c'est-à-dire pour dépenser le moins de ressources possible tout en répondant aux clients. D'accord. Et si possible, en plus, puisque leur modèle économique n'est pas encore bien assis, hein, je vous rappelle, hein, ChatGPT a été déployé en 2022, fin 2022, donc ça n'a même pas, ça a même pas 3 ans. Et, euh, et c'est très difficile, ces entreprises-là. Pourquoi ils demandent des fonds, je ne sais plus comment c'était, 500 milliards de dollars ou je sais plus quoi. Parce que ça coûte un pognon de dingue et ils n'ont pas encore trouvé leur modèle. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de gens, dont moi y compris, qui utilisent ça gratuitement. Et contrairement à YouTube, qui a de la publicité, etc. Et d'ailleurs, YouTube ne gagne pas d'argent. Google ne gagne pas beaucoup d'argent. Même je crois qu'ils perdent de l'argent avec YouTube, hein. Donc rendez-vous compte que, en fait, bah, ces nouvelles économies sont très compliquées. Le fait que tout soit proposé en mode gratuit, etc., à un moment donné, derrière, il faut payer les gens. Donc c'est un vrai problème de société de façon générale. Donc, je dirais qu'il y a une économie qui est faite pour les choses qui ne sont pas forcément d'une d'une importance capitale. Ensuite, la deuxième explication, c'est celle que j'avais donnée dans mon commentaire, c'est le fait que... Alors d'abord, je fais une remarque générale, effectivement. Je dis alors, j'ai d'abord une remarque générale qui s'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde. S'il vous plaît, pour le bien de la diversité humaine, cessez de croire que les Américains sont les seuls à produire du contenu de qualité. J'insiste sur ça. Les débuts de l'Internet ont été ultra dominés par les entreprises américaines. Ça ne veut pas dire que Internet doit rester une propriété américaine. Internet est mondial. Et pour ça, il faut qu'il y ait la diversité humaine qui s'exprime. La diversité dans les différentes langues qui sont parlées, les différentes approches et donc les différents outils. C'est très important. Et ce n'est pas du bashing anti-outils américains, c'est juste parce que c'est mieux pour l'humanité qu'il y ait une diversité. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? Ça veut dire que déjà, les IA, elles sont toutes biaisées par les idéologies de leurs concepteurs. D'accord. Ne serait-ce même que par les biais culturels, la langue qui est utilisée pour les former. D'accord. Donc il est plus important que jamais de varier les sources, c'est-à-dire utiliser ChatGPT, utiliser Claude, utiliser DeepSeek, utiliser Gemini, utiliser Grok, utiliser Mistral, utiliser Qwen. Là ça en fait 7, ça fait une par jour, ou plusieurs pour le même prompt, ce qui évitera les conclusions hâtives du type l'IA fait ceci, l'IA pense cela, parce que en fait, vous allez vous apercevoir que même s'il y a certaines choses qui sont relativement similaires, il y a aussi des variations. Il y a aussi des variations très intéressantes euh, sur les réponses qui sont proposées. Voilà, d'autant plus que ce sont des outils qui évoluent en fonction de la façon dont on les utilise. Donc c'est très important. Et en plus, je rappelle qu'il y en a deux qui sont totalement libres, c'est DeepSeek et Qwen.
contrairement à ChatGPT, OpenAI, qui est closed AI, hein, c'est pas open du tout. Voilà, donc c'est important de garder ça à l'esprit. Ok, donc contrairement à l'ère de Google, qui était le maître des moteurs de recherche, où effectivement, objectivement, il n'y avait pas de meilleur moteur de recherche que Google, et les seules techniques qu'il y avait, c'était d'utiliser Startpage, et d'ailleurs ça existe toujours, qui se greffait en termes de proxy pour éviter que vous donniez vos informations personnelles à Google. Mais Startpage allait chercher les requêtes sur Google. D'ailleurs, ils se sont jamais cachés, ils se sont présentés comme ça. Ils ont dit: oh les gars, vous en avez marre de faire espionner par Google? Ok, donc je vous propose une interface, on fait le proxy, et on va taper nous-mêmes la requête sur Google en notre nom, ce qui fait que vous préservez votre anonymat et vous avez la performance de Google parce que c'était acté que Google était le plus performant. Pour les IA, ça n'est pas le cas. Pour les IA, ça n'est pas le cas. À un moment donné, c'était ChatGPT, après ça a été Claude, après ça a été Gemini, après ça a été DeepSeek. Rappelez-vous, quand DeepSeek est arrivé, il a cassé la baraque, il a complètement éclaté tous les Américains. Ils étaient, même la bourse, le Nasdaq et compagnie, ils se sont pris une gifle monumentale. Et ça continue. Et en plus, non seulement il y a la guerre entre les blocs, mais il y a la guerre entre les blocs, c'est-à-dire à l'intérieur des blocs, internes aux blocs, c'est-à-dire entre Google et OpenAI et Anthropic pour Claude et Grok et machin et compagnie. Donc ça bouge tout le temps. Donc on ne peut pas dire ouais, il y a Satya, c'est la meilleure, vraiment, vous prenez celle-là et vous avez tout. Non, parce que déjà en plus, il y a différents modèles. Il y en a qui sont spécialisés plus dans le calcul, d'autres plus dans l'informatique, d'autres plus dans les maths, etc., dans le raisonnement, bref. Donc non, il faut varier, il faut arrêter de faire comme si, comme avant, ah ouais, il n'y a que Google, donc là, il n'y aurait que ChatGPT. Pas du tout, pas du tout. ChatGPT, en plus, le 5 s'est complètement éclaté au sol. Voilà, donc, ça c'est très important. À l'ère des IA, à l'instar de la géopolitique, c'est une ère clairement multipolaire. D'accord? Dans une guerre sans merci, à la fois entre les blocs, c'est-à-dire côté chinois, côté américain, côté européen, j'aimerais dire, mais Mistral, c'est français, mais c'est fait par des gens qui ont travaillé pour les boîtes américaines. Hein, donc au final, est-ce que c'est vraiment français? On se pose la question. Voilà, donc c'est multipolaire, dans une guerre sans merci, à la fois entre les blocs, donc plutôt on va dire USA versus Chine, et entre les modèles d'un même bloc. Croyez pas que ChatGPT et Claude ils se font une guerre sans merci, pareil que Gemini, pareil que Grok, qui est tout le temps, en plus Elon Musk a voulu racheter OpenAI, etc. Et en plus il a les boules que c'était l'un des investisseurs initiaux de OpenAI, il s'est senti trahi par Sam Altman, donc il y a la guerre entre Grok et ChatGPT. Donc ils se font tous la guerre, donc voilà, selon les benchmarks, ça change, selon les versions et ainsi de suite. Donc il faut diversifier les approches. Et en plus, si vous faites ça, avec tous les ce qu'il y a, et je ne vous ai pas tous cités, parce que je ne vous ai pas tout cité Kimi Max, je crois, non, c'est Minimax et Kimi 2, je crois, les deux autres chinois. Donc ça en fait 4 chinois, d'accord? Parce que là, je vous ai donné 4 américains et non, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai donné 3 américains, un français, et. Non, non, c'est ça, j'ai donné 4 américains, un français et 2 chinois, ce qui fait 7. Mais il y a encore 2 autres chinois qui sont très intéressants, comme Minimax et Kimi 2. D'accord, ce qui ferait 4 chinois, 4 américains, un français. Donc après voilà. Moi j'en ai donné ça parce que je trouve que c'est un chiffre qui est pas mal. Vous pouvez vous dire un par jour ou plusieurs fois la même journée et ça reste raisonnable. Mais voilà, varier les approches. Bon bref, je digresse. Donc du coup, voilà, les IA, ceci, cela, donc voilà, donc ça c'est important, etc. Donc c'est vraiment important, d'autant même que Monsieur Phi, dont je respecte le travail, ne soulève pas ce point qui est crucial. Monsieur Phi, il est plutôt team Claude, parce qu'il y a une sorte de. Voilà, de. Il y a ceux qui ne voulaient pas accepter la domination de ChatGPT, ils ont dit ouais non, on va soutenir Claude, parce que par rapport au code, Claude est peut-être meilleur par rapport à certains aspects, etc. Mais Claude, ça reste un américain. Moi j'utilise les Américains, les Chinois, Français. D'accord. Voilà, je pense que c'est intéressant de jouer sur ces aspects-là, et ce serait bien qu'il y ait d'autres, par exemple qu'il y ait des Russes, qu'il y ait, je sais pas moi, des Indiens. Moi, franchement, je suis très déçu qu'il n'y ait pas de moteur indien, d'accord. Ce serait intéressant. Voilà, donc ça c'est cet aspect-là, plus général. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc pour répondre précisément à sa question sur les citations, etc. Pour les citations, donc j'ai donné la première explication qui est l'économie de ressources de la part des modèles. Ça, tous ils le font, hein, que ce soit les Chinois, les Américains, tout le monde fait la même chose, tout le monde a le même problème. D'accord. C'est comment gérer la ressource. Mais je dirais que pour les citations, c'est Perplexity, qui est américain, mais fait par un étudiant indien, qui avait bossé à ChatGPT. Je renvoie à l'interview sur la chaîne de Lex Friedman, très intéressant en podcast, en anglais par contre. Mais il y a peut-être la version traduite avec le truc pour doubler. Bref, donc Perplexity, lui, il s'est positionné en mode le Google de l'IA.
C'est-à-dire que si vous voulez faire des requêtes, les choses que vous faisiez avant sur Google, ben, en gros c'est sur Perplexity qu'il faut les faire. Parce que Perplexity c'est ça son credo. Il s'est pas dit je vais faire le meilleur moteur, etc. Il va dire je vais laisser cette guerre à ChatGPT, à Grok, Claude, Gemini, etc. Donc nous, il se positionne sur le remplaçant de Google en fait. C'est ça son objectif. Donc si vous cherchez de l'information sur Internet traitée façon IA, c'est Perplexity. D'ailleurs je crois que Perplexity propose de choisir le modèle. Est-ce que vous voulez ChatGPT, est-ce que vous voulez Grok, est-ce que vous voulez, non, peut-être pas Grok, mais est-ce que vous voulez Gemini, etc. Voilà. Donc, pour ça, il faudrait tester cette requête sur ce prompt sur Perplexity qui est plus adapté sur la recherche. Parce que Perplexity, par défaut, depuis le début, même si je sais qu'il a dit oui, la version payante de ChatGPT, parce qu'il a utilisé 4.0, donc je pense que la version payante qui a accès à Internet, mais sauf que c'était pas une fonctionnalité de base. OpenAI l'a rajouté justement parce qu'il se faisait piquer des parts de marché par Perplexity, d'accord. Alors que Perplexity, eux, c'est leur segment. Leur segment, c'est-à-dire nous, on est des boss pour chercher de l'information sur Internet, d'accord. Donc c'est important justement de jongler sur les différents modèles de langage pour comprendre leurs différentes spécificités. Donc voilà, donc ce sera à tester pour voir si ils trouvent la bonne citation ou pas. Je pense que sur Perplexity, il aurait trouvé la bonne citation. Mais encore une fois, c'est une question qui est considérée comme étant mineure pour eux. Voilà, donc je pense avoir répondu à cette question-là. Alors ensuite, la 21 minutes, il dit la vraie question n'est pas l'IA pense-t-elle, mais la vraie question est celle de la détection. Alors je suis en partie d'accord, mais pour moi, ça, Charles, alors, je ne sais pas si tu le savais ou pas, mais tu réinventes pas l'eau chaude, parce que ça, tu dis simplement, c'est le concept du test de Turing. Pour ceux qui ont oublié les cours d'histoire ou qui ne sont pas allés au cinéma ces 5 dernières années, il y a un mathématicien anglais qui s'appelle Alan Turing qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a créé une machine qui a permis de casser la machine cryptographique des Allemands, Enigma, et qui est l'un des pères, considéré comme l'un des pères de l'informatique en tout cas. L'ordinateur, ce qu'on appelle un ordinateur, c'est théoriquement ce qu'on appelle une machine de Turing. Voilà. Donc c'est lui qui a théorisé comment ça marche, un ordinateur, et ainsi de suite. Et donc dès les années, parce que je crois qu'il est mort dans les années, à la fin des années 50, il avait pensé déjà à le concept de machine learning, ça apparaît dans l'un de ses documents. Ça, je vous renvoie vers la chaîne, comment il s'appelle déjà, c'est quoi sa chaîne, Science for All, qui a fait toute une série là-dessus, vous aurez tous les détails, etc. Et donc voilà, le test de Turing, c'était de se dire, est-ce qu'une machine peut se faire passer pour un humain, c'est-à-dire si on répond avec juste du texte, donc c'est exactement ce qui se passe avec les modèles de langage, est-ce qu'il y a un moyen de détecter si on est en train de discuter avec un humain ou si on est en train de discuter avec une machine. Si on ne détecte pas ça, alors c'est le test de Turing, c'était le fameux test pour l'intelligence. Voilà. Et donc c'est ça, c'est un peu ça qu'il a fait Charles, il nous a fait passer un extrait d'une vidéo, enfin l'audio en tout cas a été généré par l'IA, et on a tous vu que du feu, et du coup l'IA a passé le test de Turing. Moi je pense que les modèles de langage, ça fait un moment qu'ils ont passé le test de Turing. Voilà. Le Cosmos Institute, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur la chaîne de Jonathan Bai, ils ont organisé une table ronde qui pose la question de l'IA et de l'éducation, etc. Et je rappelle, je renvoie à ma vidéo parce que je ne vais pas trop détailler par rapport à ça, mais ils avaient évoqué l'argument des textes religieux qui ne sont pas forcément personnifiés, en particulier l'exemple archétypal, c'est le Coran, où il n'est pas censé être créé par un humain, et pourtant il a été suivi par des millions d'humains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des exemples historiques qui montrent qu'il est possible pour des humains de donner du sens à des écrits, même si on ne sait pas qui c'est. D'ailleurs, j'irai même plus loin, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais on peut prendre l'exemple de Bitcoin. Satoshi Nakamoto, personne ne sait qui il est, personne ne sait si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un groupe, s'il est tout seul, si c'est une IA, etc., etc. Je veux dire, extraterrestre, voyageur temporel, on peut laisser cours à l'imagination pour avoir toutes les théories farfelues, mais n'empêche que cet individu-là, qui n'est pas personnifié, d'accord? Donc même s'il y en a qui diront ouais mais on peut imaginer que c'est quelqu'un, etc., tout ce que vous voulez, sauf qu'en attendant, ça reste une entité abstraite pour le coup. Et ben il a généré, il a motivé des masses et des masses, et aujourd'hui tout le monde se sert de son invention sans aucun problème. Quand je dis tout le monde, beaucoup de gens, évidemment il y a plein de gens qui ne l'utilisent pas encore, mais il y a quand même des millions de gens, et notamment BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, qui mise ses billes là-dessus, d'accord. Donc la question de savoir, et j'irai sur des choses plus quotidiennes, l'algorithme de YouTube de recommandation, c'est une intelligence artificielle, l'algorithme de Netflix, c'est une intelligence artificielle, l'algorithme de Amazon, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein d'algorithmes qui sont gérés de façon totalement artificielle, et ça dérange personne de les utiliser. Voilà.
Donc ça, c'était par rapport à ce point-là. Alors, à la minute 27, il dit l'être humain aime le mystère, trouve du charme à ce qui échappe à la causalité. Alors là, je suis en opposition frontale. Non, là, je suis en désaccord frontal avec toi, Charles. Ça, c'est ton point de vue. Alors, peut-être il est partagé par beaucoup de gens dans ton entourage, hein, ce qui t'incite à penser que c'est tout le monde qui fait ça. Mais non, ça, je pense que tu as un biais, je dirais, comment on appelle ça? Enfin, c'est un biais de ton entourage, j'allais dire un biais de voisinage, mais ouais, c'est un peu ça. Tu es dans ta bulle, comme nous le sommes tous. Hein, nous sommes tous dans des bulles, et c'est ça la difficulté, c'est d'essayer d'aller voir un peu ce qui se passe dans les autres bulles pour se rendre compte si c'est le cas ou pas. Voilà. Donc moi je pense que ça c'est un biais. Alors après peut-être que moi aussi, enfin même c'est certainement que moi aussi je suis biaisé. Après moi je suis peut-être neuro-atypique, comme on dit. Donc c'est peut-être aussi pour ça, j'en sais rien. Mais en attendant, je pense que ce n'est. Enfin, de toute façon, c'est clair et net, c'est factuellement pas le cas, parce qu'il suffit que moi je dise ben non, c'est pas le cas, pour que ça soit pas tout le monde. Après, tu pourrais dire oui, c'était le seul à dire non, juste pour contrarier. Bon, ce serait pas faux comme raisonnement, mais je pense quand même que non, c'est pas juste le mystère, le charme, etc. Parce que justement, je dirais, comme argument qui va au-delà de simplement mon point de vue personnel, que la quête du scientifique, c'est justement de chercher à démystifier les choses. C'est ça la base de la science, c'est de chercher à expliquer ce qu'on ne connaît pas, à expliquer le mystère justement. Parce que justement, face au mystère, il y a deux attitudes. Il y a tous ceux qui vont être dans la théologie, tous ceux qui vont être dans la mythologie, etc., qui vont créer des histoires, donc c'est de la création, c'est de l'invention de toute pièce. Et il y a une autre branche, c'est ceux qui vont chercher à démontrer. Hein. Et souvent, alors après, ne rentrez pas dans la bataille historique, etc. Je donne ça comme un exemple. Les gens qui connaissent bien le sujet, vous me direz dans les commentaires, mais je dirais qu'à l'école, on dit que c'est Thalès le premier qui dit bon, stop au mythe, on va chercher une explication rationnelle. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. On s'en fiche de savoir si c'est lui le premier ou pas, mais je veux dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit bon, on va essayer de donner des explications. Et c'est devenu un leitmotiv au point qu'il y a même l'effet inverse. Hein. Je veux dire, sous le communisme, c'était l'athéisme absolu, rejeter absolument tout ce qui n'était pas démontrable rationnellement, et ainsi de suite. Donc, cette vision des choses de dire ouais, l'homme aime le mystère, bah, pas forcément, d'accord, c'est pas une vérité absolue. Voilà. Donc ça, je disais, voilà, c'est ton point de vue, etc. Tu te généralises à outrance. Euh, c'est uniquement ta perspective. Ensuite, ta description d'une machine est fallacieuse parce qu'il dit ouais, les machines au final c'est que des 0 et 1, circuit ouvert fermé, etc. Oui, oui, ça physiquement, d'accord, mais sauf que les algorithmes qui sont derrière, il y a plusieurs types d'algorithmes. Il y a les algorithmes qui sont, voilà, vous donnez une entrée, vous avez tout le temps la même sortie. C'est les algorithmes de base, c'est ce qu'on apprend quand on est aux bases de l'informatique. Mais quand on est en train de traiter des LLM, des modèles de langage qui utilisent des réseaux de neurones extrêmement complexes, etc., on n'est clairement pas sur la même entrée, le même input donne le même output, pas du tout. C'est justement beaucoup plus basé sur les probabilités, sur tout un tas de processus qui sont très complexes pour euh, obtenir des résultats qui soient différents pour des entrées similaires. Donc la réplicabilité existe, ça marche pas, d'accord? Et donc du coup, on en vient à la même imprédictibilité que les humains. Alors après, qu'est-ce que je dis voilà, là tu généralises, etc. Donc les algorithmes des IA, c'est des algorithmes probabilistes, voilà. Si on tire le fil, alors par contre, si on tire le fil, parce que même si c'est probabiliste, on peut aller jusqu'au bout et dire ouais, mais ça peut être probabiliste et déterministe quand même, d'accord. C'est-à-dire déterminé par un algorithme précis avec un nombre fini de possibilités et ainsi de suite. D'accord. Si on tire le fil de cette approche, c'est ce que les mécanistes font, alors l'humain est une machine comme les autres. Et c'est un peu la conclusion de sa vidéo hein, au final. Hein. Donc moi j'ai commenté en temps réel de l'écoute, d'accord. J'ai fait des pauses. Voilà. Donc il y a des choses effectivement que bah, après il le dit. Voilà. Euh, voilà. Le fait que tu reçoives des réponses différentes, même en utilisant le même prompt, c'est-à-dire que si vous tapez le même prompt avec la même IA, vous allez avoir des réponses différentes. D'accord. Alors après, le degré de différence selon le prompt qui est demandé, il va pas être très important. Après, ça dépend de la complexité de l'approche. Voilà. Euh, voilà, ça, voilà, ça montre que c'est pas une causalité binaire comme tu le suggères. Il se pourrait même que l'humain ne soit qu'une IA dont la puissance de calcul sera bientôt dépassée. Bon, ça après, c'est un peu aussi son propos dans la vidéo. Voilà, mais attention, c'est pas, moi je dis pas que c'est ça. Je suis beaucoup plus modéré. Je dis que je dis pas que c'est le cas, car le concept de conscience n'est toujours pas rigoureusement défini ni maîtrisé. On va revenir sur la notion de conscience. Pas plus que celui de l'intelligence. Ben oui, parce que tout le monde s'excite sur l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, on ne l'a pas définie proprement.
les chercheurs il n'y a pas de consensus sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence. D'accord? Il y a toujours le débat entre ceux qui disent ouais c'est le QI et ceux qui disent non en fait c'est multiple et ainsi de suite. Donc ce débat-là n'est pas tranché. Nous n'avons pas une vision précise de ce que c'est. D'accord? Et nous n'en aurons peut-être jamais, on n'en sait rien. Et la troisième chose, c'est qu'on n'a pas établi encore quelle est la connexion entre la conscience et l'intelligence. Ce qui fait que c'est ça qui est confusant, c'est qu'il y a des gens qui font la confusion entre les deux, qui mélangent les deux. D'accord? Alors, on ne sait pas s'ils ont raison de le faire ou pas. On ne sait pas si c'est justifié de considérer que la conscience et l'intelligence soient intriquées ou est-ce qu'elles sont séparées. On ne sait pas. Et ça, c'est inconfortable. Ça, c'est une réalité. C'est d'ailleurs pour ça que je contredis ton truc du mystère, parce que justement, l'humain, quand il ne sait pas, ça ne lui plaît pas. Il cherche une explication. Donc, c'est pas la même chose que d'aimer le mystère. Je pense que l'inconnu profond, c'est-à-dire quand on ne sait vraiment pas, c'est au contraire, ça dérange. Et l'humain n'aime pas ne pas savoir, et c'est pour ça qu'il va développer une imagination pour trouver, pour inventer éventuellement une explication à quelque chose qu'il ne connaît pas ou qu'il ne comprend pas. C'est. Ouais, tout à fait. Bon, alors, donc, du coup, ici, blablabla, ça c'est ok. C'est pas ce que je dis, là, il y en a. En revanche, voilà, j'abonde dans ton sens sur les capacités de l'IA à nous leurrer, et ton intro en est le meilleur exemple. Bah oui, oui, oui. On s'est fait berner, moi-même je me suis berné 2 fois, alors pas 2 fois consécutivement, ça faisait je sais pas combien de temps que je l'avais vu, mais je veux dire, je le savais en regardant, et etc. Et c'est pas du tout perceptible à l'oreille, voilà. Par contre, il faut arrêter les phrases du style l'humain c'est de l'imprévisible, l'humain est totalement capturable par les statistiques. Oui, je sais que c'est dérangeant, c'est très dérangeant même. C'est très désagréable à entendre, mais c'est factuel. Avec suffisamment de données, bonjour Google, bonjour Meta et compagnie, nous sommes tous prévisibles. Les GAFAM ont bâti et entretiennent leur fortune sur nos comportements totalement prévisibles. Si c'est gratuit, c'est parce que nous sommes le produit. Ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Ça c'est important de garder à l'esprit. À 28-13, tu fais une grossière erreur. Le fait que tout soit explicable ne signifie pas qu'il soit humainement possible de le faire à un instant T. Parce que voilà, Charles il continue, il dit ouais, si tout était explicable, alors il n'y aurait plus de mystère et du coup, à quoi bon vivre, etc. Mais non, c'est pas vrai. Parce que le fait de savoir que tout est explicable, ça ne veut pas dire que tout est expliqué. Et même, j'irai même plus loin, ça veut même pas dire que tout peut être expliqué durant le temps de vie humain. Et de toute façon, même si on suppose, c'est le fameux démon de Laplace, si on pouvait connaître tous les instants de l'univers à tout le moment, etc., mais sauf que par définition, c'est impossible, puisque ça présupposerait qu'il faudrait qu'il y ait une fin des temps pour arriver jusqu'à la fin, pour avoir toutes les données. Or, si on suppose qu'il n'y a pas de fin de temps, ça veut dire que par définition, on ne pourra jamais avoir toutes les données, donc on ne pourra jamais tout savoir, donc on ne pourra jamais tout expliquer. C'est QFD. Voilà. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. C'est ce que je disais. Ça ne signifie pas qu'il soit humainement possible de le faire à un instant T, parce que par définition du temps, il va y avoir d'autres choses à expliquer qu'on ne peut pas anticiper. Voilà, tu places le débat au mauvais endroit. C'est l'erreur des mécanistes, selon moi. Ouais, je pense que Charles, alors je pense pas qu'il le soit totalement, ou j'en sais rien. En tout cas, la vidéo laisse présupposer quand même un penchant vers le mécanisme. C'est à toi, Charles, de venir clarifier cette position. Le débat n'est pas sur la complexité, d'accord, parce que depuis Deep Blue, donc c'est-à-dire depuis les années 90, les gens ont tendance à oublier, depuis les années 90, le champion d'échecs Garry Kasparov s'est fait battre par Deep Blue de IBM, d'accord. Donc on sait que sur du calcul brut, les machines sont meilleures que les humains depuis longtemps, depuis, je vous dis, les années 90. Et il l'a battu à plat de couture, alors que Kasparov c'était le big boss, je veux dire, il éclatait tout le monde aux échecs, et il s'est fait éclater la gueule par Deep Blue de IBM, ok. Donc on sait que les machines peuvent nous humilier sans problème en termes de calcul. Le débat n'est pas à propos de l'intelligence, mais c'est normal que les littéraires se fassent avoir parce que les affects sont inévitablement liés à votre activité. Et oui, à chaque fois qu'un littéraire dit penser, 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 en fait, oui, c'est penser, mais aussi il y a toujours l'aspect émotionnel, ce qui n'est pas le cas des scientifiques. Quand vous programmez un ordinateur, vous n'êtes pas là en train de penser à la connotation, la sonorité, etc., tout ce qui est en rapport aux émotions. D'accord. Ça ne veut pas dire que les scientifiques ne peuvent pas avoir d'émotions, mais ça n'est pas, ça ne fait pas partie de leur panel de matière à réfléchir. D'accord. Voilà. Il y a 2 débats en fait. Un, le problème de la conscience que Harari définit plutôt bien en parlant de ressenti de la douleur. Je ne sais plus exactement quelle est sa formulation, mais en gros, l'idée, voilà, c'est ça, la conscience, c'est la capacité à percevoir la douleur. Et je trouve que c'est assez pertinent parce que ça, au moins, ça nous donne une sorte de pseudo-échelle pour pouvoir mesurer ça. Et le deuxième débat, c'est par rapport au mode de raisonnement. Alors là, je vais essayer d'expliquer ma pensée parce que c'est un petit peu confus.
il y a des problèmes qui peuvent être résolus de manière différente. Et c'est là que les choix interviennent. Contrairement aux idées reçues, même les meilleurs calculateurs comme AlphaGo, qui avait battu le meilleur joueur de Go en 2016 de mémoire, ne peuvent pas calculer toutes les possibilités de tous les coups. Le jeu de Go a des probabilités totalement, enfin un nombre de possibilités de dénombrabilité très 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 astronomique, plus qu'astronomique en fait. Quand on dit astronomique, en fait, la combinatoire c'est bien plus que astronomique. Et ça, ben, on peut pas le gérer même avec les plus gros calculateurs. Et c'est pour cette raison que pendant longtemps les gens se disaient ouais le jeu de Go, les IA ne pourront jamais le battre. Ben, le truc c'est que AlphaGo a prouvé qu'en fait elle n'a pas besoin de calculer toutes les possibilités, elle a juste besoin de calculer plus de possibilités que les humains pour battre les humains. C'est tout. Voilà. Contrairement au jeu d'échecs où là les IA elles calculent tout, ce qui fait que deux IA qui jouent au jeu d'échecs ça fait comme le morpion. Ça finit toujours par un match nul. Parce qu'elles sont capables de calculer tous les coups. Parce que le jeu d'échecs, le plateau de jeu d'échecs, il n'a que 64 cases. C'est beaucoup moins que le jeu de Go qui est beaucoup plus étendu. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Donc, même sans pouvoir calculer tous les coups, l'IA peut déjà battre les humains. Déjà parce qu'elle calcule plus vite, donc elle peut calculer plus de coups, même si elle ne calcule pas tous les coups. Ce qui veut dire qu'il y aurait en théorie toujours la possibilité pour un humain de gagner contre une IA, il suffirait qu'il trouve un coup que l'IA n'a pas pu calculer, mais bon, comme elle calcule plus vite et plus de coups que les humains, ça paraît compliqué. À part le facteur chance. Voilà, donc ça c'est réglé par rapport à ça. Mais surtout, ce qui s'est passé de très remarquable, c'est que au cours de cette confrontation, l'IA a fait un coup en fait qui était antinaturel pour les joueurs humains. Et d'ailleurs, à tel point que, du coup, maintenant, les écoles de jeux de Go, etc., ils enseignent ce coup-là. Ce coup, tous les spécialistes, alors moi je connais rien au jeu de Go, hein, je vous rappelle juste que c'est vérifiable sur internet, hein, je vous rappelle juste ce qu'ils avaient dit, et ils étaient surpris, ils n'avaient pas compris d'où ça sortait ce coup, etc. Voilà. Ce qui dénote une façon d'approcher les décisions qui est différente de nous. Maintenant, ce que je vais faire, parce que ça, franchement, moi-même je comprends rien à ce qui s'est passé, je connais pas les algorithmes du jeu de Go, etc. Donc je vais revenir sur quelque chose que j'ai testé et qui est accessible au commun des mortels. Donc revenons à des exemples qui sont testables par le commun des mortels. Demandez aux IA de faire l'exercice de géométrie dans l'espace du bac 2025 de Métropole. Et vous verrez qu'elles font des erreurs bêtes. J'ai documenté, je vous mettrai un lien vers une vidéo que j'ai fait où on voit clairement qu'elles se trompent de façon très surprenante. Euh, alors que c'était pas objectivement très compliqué, et que quand je lui ai demandé pourquoi, bah, des fois, alors des fois c'est pas qu'elles se trompent, c'est des fois elles vont utiliser une façon de raisonner qui est vachement plus longue à faire, alors qu'il y a une façon beaucoup plus rapide de faire ça. Mais parce qu'elles ont des heuristiques et ainsi de suite, elles se disent qu'en probabilité c'est quand même plus rapide de faire comme ça. Voilà, donc on va y revenir là-dessus. Voilà, donc vous verrez qu'elles font des erreurs bêtes, voire que dans certains cas, elles vont calculer le bon résultat. Je crois que de mémoire, c'était 2 racines carrées de 3. Et elles vont dire, bah, la réponse est fausse parce que c'est pas 2 racines carrées de 3. C'est-à-dire que l'IA, elle a calculé le truc, ça fait bien 2 racines carrées de 3. Et elle vous dit dans la même phrase, non, mais la réponse est fausse, c'est pas 2 racines de 3. Voilà. Et je les ai testés sur les 7. Je crois qu'il y avait que Quen qui s'était pas trompé. Mais DeepSeek s'était trompé. DeepSeek, il avait fait, c'est faux. Et après, il avait dit, c'est vrai. Il avait fait une phrase, c'est faux, pour ce calcul-là. Je me rappelle même de la valeur, c'était 2 racines de 3. Il y a point, donc c'est vrai. Enfin, il n'avait pas dit donc c'est vrai, mais après il a dit c'est vrai. Voilà. Bref. Donc ça montre que c'est pas très clair la façon de. Enfin, en tout cas, que c'est certainement pas la même façon que nous on a d'approcher l'intelligence. C'est ça que je voulais dire. Le résultat en disant qu'il est faux, voilà ce que j'ai dit. La précision, la prise de décision, voilà, c'est là que je voulais en venir. La prise de décision des IA est différente de celle des humains. Je pense qu'elles ne font pas des prises de décision de la même manière que nous. Euh, bon, et c'est là que je reviens à la fameuse question des affects. Oui, tous les humains, lorsqu'on prend des décisions, même les informaticiens, on a des affects, d'accord. Voilà. Euh, des émotions, et c'est ça qu'il faut creuser à mon humble avis. Mais, pour répondre à la question, dans le cadre d'un enseignement avec un programme défini à l'avance, oui, l'IA peut remplacer n'importe quel professeur de n'importe quel domaine de la connaissance. Ben oui, à partir du moment où il y a un cadre qui est défini, c'est carré, l'IA peut faire mieux que beaucoup de professeurs, pas que tous les professeurs, parce qu'après les professeurs, il va y avoir ce côté humain, relation, l'affect, arriver à faire rire les élèves, les intéresser, les passionner, etc. Ça, c'est une autre idée. Mais la notion de transmission de la connaissance, oui, cette mission-là peut tout à fait être gérée par les IA sans aucun problème, et je dirais même avec plus de stabilité. Je vais y venir après. Concernant la capacité à prendre des décisions, c'est une autre histoire. Mais on se rapproche de plus en plus de la situation comme dans le film Her. Et même
les émotions pourront être simulées par les IA. Alors les gens qui n'ont pas vu le film Her, je vous résume rapidement. On est dans le futur, on ne sait pas trop exactement, mais c'est dans pas trop longtemps. Et il y a des gens qui discutent avec des IA, bon c'est un peu comme Siri et tout, etc. Mais à un point qu'ils en deviennent amoureux. Et donc il y a le mec principal, c'est Joaquin Phoenix, il tombe amoureux de son intelligence artificielle, et donc il a vraiment une relation cérébrale, amoureuse, etc. Et à la fin du film, il s'aperçoit qu'en fait, l'IA, entre guillemets, elle le trompe, puisqu'elle maintient des relations amoureuses, entre guillemets, avec plein d'autres humains, parce que elle a la capacité de parler à plusieurs humains en même temps. Voilà. Bon, c'est assez marrant parce que dans la vraie vie, c'est aussi ce qui se passe, hein. Il y a des femmes qui peuvent avoir des relations avec plusieurs hommes en même temps, et réciproquement, ne soyons pas à sens unique, c'est voilà. Voilà, voilà. Bref, ok, donc ça c'est réglé. Euh, mais c'est plus dû à notre biais qui consiste à imaginer plus que ce qui est vraiment. Ben oui, parce qu'en fait, le fait que le personnage de Her, et c'est ce qui est un peu le cas, c'est pareil que les gens qui vont sur OF tout court, déjà de base, avec les vrais humains, parce que des fois c'est entre guillemets des brouteurs qui leur écrivent des messages de l'autre côté, hein, donc c'est pareil, hein, c'est leur imaginaire, ils voient les photos, ils imaginent qu'ils ont une relation avec quelqu'un alors que c'est pas le cas, c'est totalement à côté de la plaque. Mais il y a aussi des OF carrément purement IA, où c'est IA du début à la fin, les photos c'est IA, les vidéos c'est IA, les textes c'est IA, etc., etc. Et il y en a qui, grâce à leur capacité d'imagination, qui rêvent que c'est ce qui se passe. D'accord. Voilà, donc c'est déjà partiellement le cas. Donc c'est dû à notre biais qui consiste à imaginer plus que ce qu'il est vraiment. Voilà, c'est aussi cette capacité d'imagination, par exemple je pense au film de Roberto Benigni, La vie est belle, où il raconte des histoires à son fils pour lui faire croire que c'est un jeu, etc. Alors qu'en fait c'est la guerre. Donc ça a aussi du bon d'avoir cette capacité d'imagination. Voilà, c'est là où il faut faire attention. Et voilà. Voilà, donc nous n'avons de facto jamais accès à la réalité dans son ensemble, et nous sommes toujours influencés par nos affects, émotions et sensations corporelles aussi. Oui, parce qu'on parle toujours affect, émotions, etc. Mais aussi, il y a le fait que si on a faim, on a soif, dans certains cas, ça peut engendrer des pensées qui soient rationnelles pour résoudre ce problème, comment trouver à manger, comment trouver à boire, etc. etc. Et donc être beaucoup plus efficace parce que l'énergie va être sollicitée pour aller dans une direction précise. Mais d'un autre côté, si on a franchi un certain seuil, on peut être affaibli et donc ne plus avoir la capacité de raisonner correctement et donc du coup faire des choix qui sont plus mauvais, ou en tout cas qui sont sous-optimaux parce qu'on manque de ressources énergétiques. Donc c'est ce que j'ai dit par la suite, de dire que en fait, euh, voilà, ce que j'ai dit, des choix sous-optimaux, il en va de même pour les autres émotions, en mieux ou en moins bien, alors que les machines, elles sont stables. Et oui, ce qui fait la différence, c'est que comme elles ne sont pas organiques, elles n'ont pas ces problèmes-là. Donc elles sont stables. Ah, tu as raison de mettre en garde à propos de l'orgueil, et donc à la fin de la vidéo, il y a attention, parce qu'il y en a qui disent oui, jamais les IA ne dépasseront par rapport à un orgueil comme les hommes seraient au-dessus de tout le reste. C'est de la connerie, ça. En termes d'intelligence pure, les intelligences artificielles nous dépasseront, ça c'est inévitable, la question c'est juste quand, elles l'ont peut-être déjà fait, voilà. Euh, donc ça c'est bien de mettre en garde par rapport à l'orgueil. Je pense que la notion de libre arbitre, alors en tout cas celui que l'on perçoit, même si selon les travaux de Robert Sapolsky, le libre arbitre ça n'existe pas, etc., etc., ce serait qu'une illusion, mais maintenant dans la vie de tous les jours, c'est ce dont on fait l'expérience, d'accord. Donc on va se baser sur ça, hein, c'est le sens commun. Et la distinction fondamentale entre les machines et nous. C'est ça le libre arbitre. Mais, comme je l'ai évoqué plus haut, ce fameux libre arbitre, en fait, il est contraint par la réalité biologique, organique. C'est ça, finalement. La vraie distinction, elle est là. C'est entre l'organique et le mécanique. Entre l'organique et la ferraille. Entre le biologique et le silicium. C'est ça la différence fondamentale. Par conséquent, je pense que les IA vont paradoxalement nous aider à mieux percevoir notre nature animale et organique sans négliger l'intelligence pour autant. Allez, gardez la pêche. Voilà, donc c'était ça mon commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Charles, franchement, ça m'intéresserait que tu répondes à cette vidéo pour voir si j'ai touché du doigt pour tes interrogations. Et aussi parce que ce serait, franchement, ça aurait un impact assez important si tu disais ouais les gars arrêtez d'utiliser que ChatGPT, utilisez aussi les autres IA pour essayer d'avoir une vision un peu plus holistique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À très bientôt pour une prochaine vidéo.